On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Une nouvelle manifestation des habitants du quartier Préfontaine avec leur association La Savane. Ils se sont fait entendre 2 jours de suite devant les locaux de France Domaine en cause des titres de propriété très attendus. Un dénouement semble s'amorcer, le point à suivre. François Hollande n'ira pas à la présidentielle de 2017 et la candidature de Christiane Taubira est toujours autant réclamée à gauche. Déjà 70 000 signatures ont été récoltées pour la pétition en ligne. Nous avons rencontré l'instigateur de la démarche. Et puis, un hommage rendu à l'équipe de football brésilienne disparue dans un crash aérien en Colombie lundi. Les joueurs de l'ASC Job leur ont rendu hommage hier soir au stade Edmar Lama. Bonsoir à tous. Ils ne démordent pas. Les habitants du quartier Préfontaine à Macouria manifestent depuis hier devant les locaux de France Domaine à Cayenne. Toujours dans l'attente de titres de propriété, ils ont appris que ces justificatifs avaient été attribués à une association pour des terrains qu'ils occupent pourtant depuis plusieurs années. Ils ont été reçus en fin de matinée par les directeurs de France Domaine et du cabinet du préfet. Une sortie de crise est envisagée. Ayoudélie Germain. Nous avons mis les parcelles en valeur, nous avons mis le site en valeur, nous avons fait des accès aux normes européennes. L'association La Savane a été créée en 1999 par Annie Quetta. Le but était de permettre l'obtention de titres de propriété par ses membres sur des terrains du domaine public qu'ils occupaient de fait. En juillet 2006, l'ancien directeur des services fiscaux de Guyane, Jean-Claude Hernandez, l'assure à l'association foncière. L'État s'engage à régulariser les occupations sans titre. Mais en mai dernier, l'une de leurs membres se voit expulsée par décision de justice de la parcelle qu'elle a viabilisée. Cette personne qui a 76 ans aujourd'hui, qui a donné toute une partie de sa vie sur cette terre. Quand elle allait sur le site, il n'y avait pas une maison. Donc c'était la grande forêt. Et aujourd'hui, ce n'est plus elle qui est sur sa parcelle et on a démoli sa maison. Il n'y a pas que l'association La Savane. Donc il y a beaucoup de gens qui sont concernés. C'est un problème guyanais. C'est un problème de gens qui vivent dans le pays et qui se trouvent confrontés à ces genres de pratiques de l'État donc dans le pays. Donc c'est pourquoi donc, nous faisons aussi appel à la population pour qu'elle puisse aussi venir nous soutenir et se soutenir elle-même aussi, puisque c'est un problème général. Cette manifestation intervient après 15 ans de démarches en vue d'obtenir des titres de propriété. Pour le directeur des finances publiques, rencontré ce matin après 1 jour et demi de manifestation, 2 tiers des dossiers ont des chances d'aboutir. Donc pour cela, la procédure de régularisation est engagée en liaison avec la mairie de Macouria et donc les dossiers vont pouvoir avancer, je l'espère, je le souhaite tout à fait normalement dans les mois qui viennent. C'est une procédure qui est un peu longue, la mairie doit se prononcer, il y a ensuite un droit de préemption possible pour la mairie, ensuite donc en principe les parcelles sont bornées, puis France Domaine fait une proposition d'achat et lorsque nous sommes d'accord sur la parcelle et le prix, eh bien nous pouvons passer à la rédaction de l'acte qui est ensuite publié au service de publicité foncière. Le 7 décembre prochain, l'association foncière devrait rencontrer les services de France Domaine pour se mettre d'accord sur la délimitation des différentes parcelles. Des réunions d'étape se tiendront chaque trimestre. Il l'annonçait hier soir, François Hollande ne se présentera pas à sa succession. Les jeux sont donc ouverts pour les postulants à la primaire socialiste. 7 candidats sont déjà déclarés et le nom de Christiane Taubira se murmure toujours autant après le lancement d'une pétition en ligne pour sa candidature. Elle rassemble déjà 70 000 signatures en une dizaine de jours à peine. Éric Dupuis a rencontré l'instigateur de cette pétition. C'est dans cet appartement parisien qu'a pris forme la pétition en ligne pour que Christiane Taubira se présente. À l'origine de cette bouteille à la mer, ce citoyen encarté dans aucun parti politique. Je râle beaucoup sur Facebook habituellement. Je prêche au milieu des convaincus que sont mes amis, mon entourage proche. Et j'ai eu envie d'agir et d'avoir pour une fois peut-être quelque chose d'un peu plus concret
Et je me suis dit, pourquoi pas le mode de la pétition ? Très vite, les signatures ont bondi. En 24 heures, 1000 internautes l'ont signé, puis les médias s'y sont intéressés. Aujourd'hui, elle dépasse les 75 000 supporters. Ça, je l'ai vu renaître sur Internet, des inconnus sur Twitter qui tweetent « Génial, si Taubira y va, j'y vais, je vais voter, ça m'intéresse, si elle y va pas, je vote pas ». Donc ça, c'était chouette de réintéresser ces personnes-là à la politique, et c'est déjà une victoire. Pour ce rédacteur créateur dans la publicité, la Guyanaise est la personnalité de gauche la plus à même de défendre ses convictions personnelles. Je cherchais la personne qui se rapprochait le plus de mes valeurs et de mes convictions, et Christiane Taubira, aujourd'hui, me semble être la personne qui représente à la fois la force de conviction et la qualité des convictions derrière, qui sont pour moi des valeurs importantes de gauche, on va dire les valeurs traditionnelles de la gauche qui aujourd'hui sont plus trop représentées dans le débat. Le fait que François Hollande n'y aille pas, déjà ça ouvre une porte, ou en tout cas ça n'en ferme pas une. Lui se sent maintenant responsable de ses signatures sans prétendre à un quelconque autre rôle particulier. Donc l'objectif, ça sera de les remettre physiquement, si possible, à Christiane Taubira. Après, advienne que pourra, hein. Si elle y va, c'est formidable et on essaiera de pousser sa candidature jusqu'au bout. Si elle y va pas, on continuera à essayer de faire vivre nos idées. Quelle que soit la décision de l'ancienne garde des Sceaux, Frantz continuera à défendre ses idées sur Internet pour convaincre le plus grand nombre. Tout autre chose, les 70 adultes relais de Guyane se sont retrouvés ce matin pour une rencontre territoriale. Il s'agit de ces agents de l'État sur des missions de soutien administratif auprès des personnes en difficulté. La table ronde a permis de faire le point sur les problématiques rencontrées sur le terrain, mais aussi d'envisager des formations pour ces agents. On écoute le président du Centre ressources politiques de la ville au micro de Jonathan Lariot. Des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française et qui ont des problèmes de santé, il est difficile pour elles de se rendre à l'hôpital pour exprimer leurs douleurs, leurs difficultés, leurs traumatismes. Et l'idée d'un médiateur, souvent qui peut être de la même communauté linguistique que la personne, c'est d'arriver à traduire et d'interpréter en fait auprès d'un médecin, d'une infirmière, la difficulté, et puis après de l'accompagner sur tout le parcours de soins et aussi le parcours administratif, la sécurité sociale, les différents papiers nécessaires pour une prise en charge la plus adaptée possible à la personne. La vocation est d'être sur des fonctions de médiation. L'objet, c'est de pouvoir recenser les besoins, les carences, les envies aussi, puisque 3 ans c'est long, ça peut être reconduit 3 ans de plus, donc 6 ans, avec l'idée d'arriver à définir, à travers le recensement des besoins, un plan de formation et de professionnalisation de ces médiateurs pour qu'ils soient le plus à même de répondre aux enjeux sur les quartiers, dans les structures. Comme vous avez entendu, il y a des enjeux de relations avec les services publics, des enjeux de cohésion sociale sur les quartiers, des enjeux de participation citoyenne. L'idée, c'est qu'on arrive à trouver les moyens et les sujets de formation les plus adaptés aux besoins. À Saint-Laurent, un village de l'économie sociale et solidaire s'est tenu mercredi en clôture du mois dédié à la solidarité. Une vingtaine d'associations, coopératives, mutuelles et fondations se sont ainsi fait connaître du grand public. Objectif, bien sûr, promouvoir les différentes actions menées sur le territoire, notamment dans l'ouest guyanais. Elsa Gonzalez. Associations, artisans, coopératives, tous sont venus promouvoir les actions solidaires et sociales qu'ils mettent en place. De l'aide à l'emploi à la création de projets en passant par le recyclage, l'occasion pour ces acteurs du développement en Guyane de présenter leurs projets. L'heure d'emploi, notamment celle qui a eu lieu. Ici, le recyclage est une des actions phares de l'économie sociale et solidaire. Un stand de la communauté des communes de l'Ouest guyanais vient informer la population de l'arrivée du tri des déchets dans l'Ouest. On promouvoit donc tout ce qui est déjà recyclage des emballages. Ce qui va arriver, c'est le recyclage des métaux, des plastiques et du verre. Pour le moment, tous ces emballages vont être utilisés De uniformation. Donc ça va être pas du local, donc nous on est là pour dire qu'il va y avoir bientôt un gisement de matériaux. Créée il y a seulement 2 ans en Guyane, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire est partenaire d'un tel événement. L'objectif est de promouvoir leurs actions et de se faire connaître.
c'est de rendre visible un peu les actions des uns des autres, montrer comment sur le territoire ces initiatives ont du sens, comment elles créent du lien, comment elles peuvent aussi contribuer au développement économique, puisque l'objectif c'était par exemple, à travers la présence de certains financeurs, de pouvoir aussi rencontrer non seulement les structures, mais des porteurs de projets, par exemple, qui veulent créer une entreprise dans l'économie sociale et solidaire, pourquoi pas une coopérative, une association, savoir comment ça se finance, savoir comment professionnaliser, trouver de nouveaux salariés. Pour sa deuxième édition en Guyane, le mois de l'économie sociale et solidaire semble une réussite. Au travers des nombreuses manifestations organisées partout sur le territoire, l'innovation et le développement local sont à l'honneur. Vous le savez, la 4G est fonctionnelle en Guyane depuis hier. Pour le moment, les opérateurs SFR et Orange Caraïbes ont activé leur réseau. Mais nos voisins des Antilles ont aussi assisté à cette arrivée tant attendue. En Martinique, ces mêmes opérateurs ont lancé leur forfait et certains se sont levés très tôt hier matin pour en bénéficier. Marie Tricot et Michelet François. Allez. Donc en fait, avec l'offre, celui-là est compatible 4G. En faisant la modification, celui-là sera compatible 4G, donc vous pouvez avoir l'usage de la fonctionnalité 4G optimale. Ok. On part sur celui-là. Un nouveau téléphone pour rentrer de plein pied dans l'ère de la 4G. Bon, il faut être au top de la nouvelle technologie. Pour être au top, les clients sont nombreux à se presser dans la boutique de leur opérateur. Passage obligé pour bénéficier de l'évolution numérique, avoir un forfait qui donne accès à la 4G et un téléphone compatible. Je suis très internet, je pense que ça devrait me donner ce que je souhaite. Autrement, je serais quelque peu déçu. En gros, pour les clients qui sont déjà en parc, en gros, il faut qu'ils mettent à jour leur forfait, changer leur puce dans le cas où ils n'ont pas la puce adéquate. Et par la même occasion, faire l'acquisition d'un mobile compatible 4G. Chez cet opérateur, le passage à la 4G a nécessité le renouvellement complet de son réseau. 150 antennes relais composent un parc à la pointe des dernières technologies. En prime, l'opération séduction est complétée par de nouvelles applications à portée de main. SFR l'affirme, 98% de la population pourra profiter jusqu'à 30 gigas de données mobiles sans surcoût. Aucune augmentation des coûts et non seulement on maintient les coûts, on augmente considérablement l'abondance Internet, bien sûr on offre la 4G et en plus on offre du contenu avec notamment l'application SFR Presse qui permet aux abonnés de télécharger chaque mois 5 titres dans un ensemble d'une quarantaine de titres de presse, généralistes pour la décoration, le sport, etc. Donc voilà, qui vient s'intégrer dans les forfaits sans surcoût supplémentaire. Le concurrent Orange a également investi des dizaines de millions d'euros pour occuper le prometteur marché de la 4G. Lors d'un lancement officiel il y a 2 semaines, l'opérateur misait sur une connectivité sans limite pour les usagers. Ça permet vraiment d'apporter à tous nos clients ce débit de 20, 30 mégas, 30, 40 mégas pour faire de la vidéo en haute définition et le télécharger très rapidement. Seul absent du jour, Digicel. Il y a 6 mois, le logo rouge a lancé sa 3G+, à l'occasion de ses 10 ans de présence sur le territoire. Aujourd'hui, l'opérateur joue les attentistes avant de passer à l'étape supérieure. Aujourd'hui, on a un réseau sans la 4G qui est capable d'assurer des services de streaming musical, de regarder la télé depuis son mobile, etc. Aujourd'hui, Digicel est capable de fournir ce service-là. Et au final, le client, c'est ce qu'il veut. Il veut regarder la télé, il veut faire du streaming musical, il ne veut pas forcément plus de la 4G que du H+, ou de la 3G+. Donc ce qui est important, c'est de fournir le service au client. Donc nous, on est serein dans la fourniture de ce service au client. La 4G, c'est bien, mais la disponibilité du service, c'est aussi quelque chose d'important en fait. Après avoir nourri beaucoup d'attentes, reste à la 4G de faire ses preuves au quotidien auprès des usagers. Êtes-vous bien sûr de bien connaître votre code de la route? Certains conducteurs semblent bouder les règles de base et pour rappeler les fondamentaux à ces conducteurs dont l'oubli peut conduire à des infractions dangereuses, une école de conduite guadeloupéenne a eu l'idée de mettre en place des ateliers thématiques. Petits rappels utiles avec Karen Diama. Démarrez le moteur, regardez dans le rétroviseur et partez. Sur ce simulateur moto, Axel se retrouve conducteur de 2 roues. Il doit suivre un parcours et rester attentif. Déjà au feu, aux panneaux et surtout aux voitures qui sortent de nulle part. Ça nous apprend à faire plus attention sur la route, les risques qu'on peut avoir sans même qu'on prenne conscience que cela se passe.
Placement dans les giratoires, addiction à l'alcool, les jeunes ont pu découvrir plusieurs situations à risque. On considère que tu as 0,8 g d'alcool dans le sang et tu conduis de nuit. Allez, c'est parti. Pour cette 3e édition, l'auto-école Patrick a souhaité rendre plus réalistes ses interventions. Le simulateur moto, ça montre la dangerosité sur la route des deux roues parce que la majorité des accidents, ce sont des usagers vulnérables. Vulnérables, nous avons les piétons, les personnes âgées, les enfants et aussi beaucoup d'accidents de deux roues. C'est pourquoi le simulateur est très efficace, ça montre le danger même de la route. Encore et toujours ciblés, les jeunes restent les plus touchés par les accidents de la route. Nous, en tant qu'adultes, on a un peu plus de recul, mais l'adolescent ou le jeune, il prend la route comme un lieu de loisir, de détente. Alors on fait du wheeling, on fonce avec sa voiture, on fait du 140, mais 140 c'est rien parce qu'on sait que ce véhicule-là peut aller jusqu'à 210, voire 220. Donc ils réagissent un peu comme ce qu'ils utilisent, le système Internet ou les réseaux sociaux. Tout est possible. Et le travail qu'on devait faire, il faut que ça se fasse dans les familles. Quand un enfant sort sans casque en moto, il sort de chez quelqu'un, il sort pas de là. Donc ces parents-là, mettez la responsabilité de tout, ça c'est important. Les portes ouvertes se poursuivent jusqu'à demain pour continuer de sensibiliser le plus grand nombre. Car rappelons-le, le nombre de morts sur nos routes s'élève aujourd'hui à 50. Retour dans l'actualité du jour avec bien sûr le Téléthon qui fête ses 30 ans d'existence. Et chaque année, 24 000 membres du Lions Club se mobilisent bénévolement pour les 30 heures de marathon téléphonique de dons. L'an passé en Guyane, le challenge a été assuré par 125 Lions et cela a permis de récolter 100 000 €, des sommes destinées à la recherche contre les maladies rares. On écoute le responsable du centre de promesse de dons en Guyane. Nous avons un centre où nous avons 12 lignes téléphoniques. Ces lignes téléphoniques répondent au 36-37. Pour la Guyane, mais pour les autres pays aussi, mais un Guyanais qui fait le 36-37, il va tomber chez nous. Donc il y a un lion qui va décrocher, qui va expliquer au Téléthon, la personne va dire « je fais un don ». Je fais un don, ça peut être 20 €, 40 €, 100 € ou plus. Il y a 3 ans, nous avons une personne qui maintenant donne directement une somme, mais qui nous dit 5 000 €. Et il appelait toujours à la même heure, le samedi soir. Donc voilà, donc nous sommes un centre pour prendre tous ces appels, pour leur demander leur adresse, pour remplir une sorte de double enveloppe, qu'ils vont recevoir le lundi ou le mardi chez eux, et ils vont mettre un chèque. On aide effectivement toutes les maladies rares, toutes celles où il y a 10 personnes, 100 personnes qui sont malades, et ça met parfois 10-15 ans pour essayer de trouver les médicaments qu'ils font pour eux. Mais le Guyanais a toujours été généreux. Le Guyanais, c'est quelqu'un de très bien. On a beaucoup de population ici. Peut-être que cette année ici, on aura peut-être un petit peu moins d'appels parce que le Téléthon nous a avertis. Voilà, depuis quelques mois, ils envoient des enveloppes à tous ceux qui ont participé l'année passée. Mais c'est le résultat total qui m'intéresse, qu'on a en général quelques mois après. Et l'année passée, quand j'ai su qu'on était arrivé à 100 000 €, pour un tout petit pays comme nous, c'est génial. Sans arrêt, faites le 36-37 et dire « je fais un don de 20, 40, 50 €, nous avons besoin de ces appels ». Et allez voir un peu partout en Guyane, vous allez voir qu'on parle de Téléthon un petit peu partout. Et la coordinatrice du Téléthon en Guyane est avec nous pour en parler ce soir. Mathiar Gobert, bonsoir. Louvert, bonsoir. Pardon, bonsoir Madame Louvert. Merci d'être avec nous. La 30e édition donc, du Téléthon a été lancée cet après-midi avec d'abord de nombreuses actions pour soutenir la cause et puis le standard téléphonique afin de récolter des dons. D'abord plusieurs missions, il faut le rappeler. Il s'agit d'aider la recherche, trouver des traitements innovants pour des pathologies rares, aider les malades mais aussi faire connaître la cause au-delà de la période du Téléthon. Tout à fait. Donc, concernant ce sujet, il y a la force, ce qu'on appelle force T, donc sur le terrain. Et ce qui fait plus plaisir, d'ailleurs, c'est avec joie, je suis là. Je suis sur le terrain depuis octobre. J'aurais dû commencer plus tôt. Et c'est le plaisir avec les écoles, où on voit les enfants, ils se mettent à fond. Et ce qui les fait plus plaisir, à la fin, ils ont une petite peluche. Et ils sont tout contents. Quel avantage de passer par les écoles avec les enfants, de les sensibiliser? Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de toucher le reste de la famille? Il y a ça aussi. Et puis aussi, ça permet aussi d'avoir des futurs bénévoles. Parce qu'un jour, ils vont se dire, mais j'ai fait ça.
et ils viendront et se diront, voilà, j'ai envie d'être bénévole dans quelque chose. Alors l'argent récolté lors du Téléthon l'année dernière a permis, entre autres, de donner et 63 millions d'euros pour la recherche. En Guyane, ce sont 95 000 euros qui ont été récoltés. Comment on observe la courbe des dons des Guyanais au fil du temps? Toujours, en passant par les écoles et puis aussi les organisateurs. Il y a les organisateurs, il y a aussi des entreprises. D'ailleurs, je remercie beaucoup. Et surtout cette année-ci, une entreprise qui m'a vraiment fait plaisir, surtout c'est ma première coordination. Je remplace Madame Chailloux-Madeleine et elle m'a laissé vraiment un travail déjà tout préparé. Je pense que si j'étais nominée beaucoup plus tôt, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de choses. Vous souhaitez travailler plus. Voilà. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire comment, au fil des années, on observe le nombre de dons effectués par les Guyanais? J'avoue que ça augmente. Ça augmente, d'année en année, ça augmente. Mais c'est petit. Et souvent on dit, mais c'est ces graines d'ouri qui a rempli sac d'ouri. Donc un jour, on va atteindre en fonction du nombre d'habitants qu'il y a en Guyane. On disait tout à l'heure, le Téléthon permet donc de financer la recherche contre les maladies rares. Quelles sont les retombées pour la Guyane? Est-ce qu'on sait comment l'argent est redistribué ici? Là, je vous assure que je suis là, mais je me dis, tout ce qui est... Les recherches, c'est vrai, on en a parlé. Mais concernant les retombées, c'est vrai, il n'y a que les médecins comme M. Lalleux qui pourraient vraiment, ou même M. Com. Avoir des choses assez mais précises c'est vrai, là-dessus. ça avance, voilà. En tout cas, on sait effectivement que l'argent part vers l'Hexagone pour être récolté, puis qu'il est dispersé partout en France. Voilà. Pas de problème. En tout cas, parmi les actions proposées aujourd'hui, il y a des défis. Il y a des défis chaque année. Oui. Donc, par exemple, l'année dernière, il y avait un marathon de 24 heures qui a été proposé. Qu'est-ce que nous réserve cette édition du Téléthon 2016 en Guyane? Alors, cette année, il y a eu l'Olympiade du Collège La Canopée. D'ailleurs, c'était ce matin. C'était ce matin. Et là, demain, il y aura aussi l'arrivée des randonnées Saint-Laurent-Cayenne sur le village qui se fera sur un centre commercial de Rémière-Montjoly. Et puis aussi, il y a les écoles. Donc, il n'y a pas que le 2 et le 3 pour le Téléthon. Il y a aussi les écoles qui vont jusqu'à la fermeture avant Noël. Alors donc justement, on parlait de cette manifestation ponctuelle du 2 et du 3 décembre, le Téléthon. Mais le reste de l'année, est-ce que le Téléthon est toujours dans les mémoires, entre guillemets, au moins pour les associations? Est-ce qu'il reste des actions qui sont menées le reste de l'année? Peut-être en Guyane pas. Mais nous, en tant que coordination, nous continuons à faire des recherches de sponsors. Alors pour l'instant, est-ce que les Guyanais se bousculent au standard? On sait que ça a ouvert cet après-midi. Pas trop. Est-ce que le téléphone sonne? Mais si, ça sonne, ça sonne. D'ailleurs, je suis partie et il y avait quand même 2000 euros. Il y avait déjà 2000 euros. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lauvert, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On rappelle donc que le standard est ouvert jusqu'à demain minuit. Un point à présent sur d'autres dons avec la collecte de Médecins sans frontières pour les grands brûlés à Haïti. Les promesses de dons s'élèvent en Guyane à 7 368 pour un montant total de de plus de 200 000 euros. Mais seuls 1030 dons ont été encaissés pour un montant total de 52 956 euros. Sachez que nous entamons la dernière semaine de mobilisation. ATV vous invite donc à poursuivre les efforts et à manifester votre solidarité au numéro et à l'adresse électronique qui s'affiche sur votre écran. On termine maintenant avec cet hommage rendu à l'équipe de football brésilienne disparue dans un crash aérien en Colombie lundi. Un accident dû à une panne de carburant qui a provoqué la mort de 71 personnes, dont la totalité du club brésilien de Chapecoense. Hier soir, les joueurs de l'ASC Job ont tenu à saluer leur mémoire avant le début du match qui les opposait au Sport guyanais. Un reportage signé Jonathan Lariot. L'hymne national brésilien est entonné par ces quelques supporters. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour rendre hommage aux équipes sur le terrain. Ce chant, c'est en mémoire de l'équipe de Chapecoense, disparue. C'est dimanche que la terrible nouvelle tombe. L'équipe de football de Chapecoense, qui évolue dans la série A du championnat brésilien, s'écrase lors d'un vol en direction de la Colombie. L'équipe était en chemin pour disputer la finale de la Coupe sud-américaine. Au total, aujourd'hui, 75 morts et 6 survivants. En Guyane, l'événement est loin de passer inaperçu. L'équipe de l'ASC Job, composée majoritairement de Brésiliens,
a invité ses supporters sur les réseaux sociaux à venir rendre un hommage aux couleurs de l'équipe hier soir avant son match contre le Sport Guyanais. C'est pas parce qu'on vient en Guyane que... Bon, je pense que tout le monde dans le monde entier sont concernés parce que ça pourrait arriver à n'importe quelle équipe du monde. Donc à ce moment, il faut être solidaire. Tu allumes la télé et puis tu vois les infos disant que l'équipe Chapecoense, qui était en ascension dans le football brésilien, ils sont décédés dans un crash. Oui, c'est dur, très dur. Au-delà d'être solidaire, on est là pour apporter notre appui à la famille et aux proches. Car tout être humain, dans une situation comme celle-ci, a besoin de soutien, peu importe d'où ça vient. Dans les vestiaires, les joueurs enfilent des brassards noirs en signe de deuil. Tous portent le logo du club de Chapecoense. C'est le monde du football qui est en deuil aujourd'hui. Ce sont des joueurs, mais ce sont surtout des familles qui pleurent la mort de leur fils ou de leur frère. À l'entrée sur le terrain, c'est dans un geste de solidarité que les deux équipes ont respecté une minute de silence. Tous ceux qui ont un cœur, tous ceux qui vivent, qui ont une vie, même ceux qui ne sont pas dans le sport, se sont concernés parce que c'est une grande tragédie, peut-être la plus grande du sport mondial. On est triste. Le dimanche, on les a regardés jouer, ils étaient tous contents, ils sont partis pour jouer leur finale. Et puis ils ne sont pas arrivés à leur destin, donc voilà, on est vraiment touchés. Ce n'est pas que les Brésiliens en fait, c'est le monde qui est touché. Aujourd'hui, les causes de l'accident sont encore à déterminer. On parle de panne sèche de l'avion ou encore de problèmes électriques. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, le monde du football est entièrement chapecoense. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés avec cette nouvelle manifestation des habitants du quartier Préfontaine. Avec leur association La Savane, ils se sont fait entendre 2 jours de suite devant les locaux de France Domaine en cause des titres de propriété réclamés depuis plusieurs années. Un dénouement semble s'amorcer avec les finances publiques. François Hollande n'ira pas à la présidentielle de 2017 et la candidature de Christiane Taubira est toujours réclamée à gauche. Déjà, plus de 70 000 signatures ont été récoltées par une pétition. Nous avons rencontré l'instigateur. Et puis un hommage rendu à l'équipe de football brésilienne disparue dans un crash aérien en Colombie lundi. Les joueurs de l'ASC Job ont salué leur mémoire avant d'affronter le Sport Guyanais hier soir au stade Edmar Lama. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas. Dans un instant, l'information nationale avec le journal de TF1. Puis vos programmes continuent sur ATV Guyane. Excellente soirée à vous. Très bon week-end. Rendez-vous lundi. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.